Depuis quelques années, nous avons vu le web subir une mutation très forte. Jusqu'aux alentours de 2008, nous pouvions considérer le web comme un espace de distribution de contenu, des producteurs de ressources vers les utilisateurs. Avec l'arrivée de ce qu'on appelle le web 2.0, web social, les utilisateurs agissent de plus en plus, sont impliqués dans les réseaux sociaux et les espaces de production de contenu, par exemple les blogs, les wikis, le partage de vidéos ou les encyclopédies collaboratives telles que Wikipédia. Les utilisateurs deviennent donc des producteurs et des diffuseurs de contenu. Ces outils et ces services sont appelés les médias sociaux. Médias parce qu'ils permettent de prendre la parole, de publier. Le caractère social se traduit par la possibilité d'échanger avec les autres des points de vue, des connaissances, des ressources, mais aussi de développer des interactions sociales, de créer des groupes plus ou moins formalisés. Certaines plateformes privilégient les échanges entre petits réseaux de proches. Les participants vont rendre visible leur intimité, leur quotidien, parler de leur vie privée car ils s'adressent à un cercle restreint de proches ou d'amis. Sur d'autres plateformes, les participants vont au contraire rechercher des contacts avec des groupes beaucoup plus larges. On parle de groupes informels. Une personne pourra chercher à mettre en avant ses compétences et ses projets professionnels, par exemple en période de recherche d'emploi ou de stage, ou constituer un réseau professionnel. D'autres choisiront de montrer leur centre d'intérêt en rendant visible leur production, en partageant des contenus, des ressources. Des communautés vont se créer autour de ces contenus partagés. En fonction des contextes et des situations qui l'amènent sur le web, l'internaute choisira le rôle qu'il souhaite prendre et son niveau d'implication par rapport à tel ou tel sujet. Parmi les acteurs du web, nous trouverons ceux qui consultent, ceux qui partagent et ceux qui diffusent. Commençons par parler des internautes qui consultent le web parce qu'ils sont intéressés par différents sujets dont ils veulent suivre l'actualité. Ils pourront tirer grand profit des outils et services permettant de pratiquer une veille informationnelle efficace. Face à la très grande quantité d'informations disponibles, comment se tenir informé des sujets qui nous intéressent? Bien sûr, les moteurs de recherche généralistes et ceux intégrés dans la plupart des médias sociaux permettent de mener des recherches par mots-clés et facilitent la tâche des internautes. Mais quand on repère des sites dont les contenus nous intéressent, les visiter régulièrement pour en suivre l'évolution prend beaucoup de temps. La solution va être de faire venir l'information à soi plutôt que d'aller la chercher. La plupart des services proposent aux internautes de s'abonner à des flux RSS, à des lettres d'information ou à des alertes. Les alertes et les lettres d'information arriveront dans la messagerie électronique de l'internaute. Pour ce qui est des flux RSS, l'internaute pourra les intégrer dans un agrégateur de flux comme NetVibes. L'agrégateur de flux permet de rassembler les flux de sources différentes pour en faciliter la consultation. On parle de syndication de contenu. Suivre certains microblogueurs permet également de mener une veille informationnelle. L'internaute peut choisir d'avoir une pratique plus sociale du web. Un internaute concerné par un sujet pourra commenter, noter, relayer les informations qu'il consulte. Les articles des blogs peuvent être commentés par les lecteurs. On peut aussi indiquer qu'on apprécie une publication. Les internautes qui consultent des forums pourront participer en apportant des réponses à certains fils de discussion. D'autres pourront intervenir sur des sites de microblogage pour partager des informations en écrivant des tweets, mais aussi pour relayer des informations diffusées par d'autres en les retweetant. Lorsqu'on pratique une veille sur un sujet, l'utilisation d'un site de partage de signés en ligne peut être très intéressant pour stocker, classer et retrouver ses liens favoris à tout moment. Le classement se fait en associant des mots-clés à chaque lien. On dit aussi des tags. On peut choisir de rendre visibles certains signets aux autres membres du site, ce qui permet de partager sa veille autour de certains sujets. De nombreux sites de partage de ressources proposent de taguer les ressources comme des images, des vidéos, de la musique, des livres. Les internautes qui taguent les ressources participent à leur indexation sociale et permettent aux moteurs de recherche de répondre à des requêtes que l'indexation automatique ne pourrait pas gérer de manière satisfaisante.
Pour une partie des utilisateurs de plus en plus grande, le web social devient un espace pour produire des ressources ou diffuser de l'information sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Ils se positionnent en tant que militants pour défendre leur point de vue sur un sujet et donner l'information aux autres. Ils vont créer des blogs pour y publier des articles, participer à la rédaction d'informations dans des encyclopédies collaboratives comme Wikipédia, écrire des tweets dans des sites de microblogage, ou diffuser leurs productions dans les sites de partage de ressources. Enfin, certains internautes vont se positionner en tant qu'experts dans un domaine. Ils deviennent des référents sur un sujet car leurs productions sont approuvées et cautionnées par la communauté du web social. Chaque internaute peut donc choisir son rôle, définir comment il souhaite se positionner en tant qu'acteur du web. Une des caractéristiques essentielles du web social est que les actions des internautes ajoutent de la valeur. Même un simple clic sur le résultat d'une recherche pourra être utilisé par le moteur de recherche pour changer l'ordre des réponses. Les moteurs de recherche utilisent aussi les liens créés par les internautes pour proposer des pages pertinentes. C'est ainsi que la communauté des blogueurs, en créant des liens entre leurs blogs, participe à l'amélioration de leur visibilité. Les services du web favorisent ainsi l'émergence d'une intelligence collective en permettant à chacun de s'enrichir du savoir et des productions des autres et de partager son propre savoir ou ses propres productions. Nous allons proposer une classification des médias sociaux à travers 4 grandes catégories. Nous présenterons les médias sociaux permettant de publier, de partager et de discuter. Puis enfin, nous nous intéresserons aux réseaux sociaux. Lorsqu'on suit l'évolution de ces services depuis 2008, on peut constater que l'offre ne cesse d'évoluer. Les services sont de plus en plus nombreux. Certains se créent, d'autres disparaissent ou se transforment pour répondre aux attentes des utilisateurs. On peut commencer par parler des 3 plateformes sociales qui occupent une place centrale dans le panorama actuel, à savoir Facebook, Google+, et Twitter. Ces plateformes ne peuvent être classées dans une catégorie particulière car elles proposent des fonctionnalités qui couvrent pratiquement l'ensemble des pratiques sociales. Chacune de ces plateformes a sa propre spécificité. Twitter est souvent utilisé pour s'informer, suivre l'actualité. Facebook pour interagir avec ses proches et ses amis, et Google+ met l'accent sur le partage et incite au développement de liens entre membres. Depuis quelques années, on constate l'émergence de nouveaux services proposés sous la forme d'applications mobiles. Les internautes utilisent de plus en plus leur smartphone pour communiquer et interagir. Les services de partage et de chat sur terminaux mobiles comme WhatsApp et Snapchat connaissent un succès grandissant. On peut noter également l'arrivée sur le marché d'applications mobiles asiatiques telles que WeChat et Line. Face à cette évolution, Facebook a diversifié son offre en rachetant des applications mobiles comme par exemple l'application de publication de photos Instagram en 2012 et le service de messagerie instantanée WhatsApp en 2014. WhatsApp est très utilisé dans certains pays qui ne proposent pas de forfait mobile intégrant l'envoi de SMS illimité. À condition d'être connecté à Internet, on pourra envoyer des SMS gratuits vers des mobiles dans le monde entier à tout destinataire ayant également installé l'application. On pourra aussi attacher des photos, des vidéos ou des liens aux messages. Nous allons maintenant considérer les 4 grandes catégories d'usage citées précédemment, la publication, le partage, la discussion et le réseautage, et présenter les services associés. Concernant la publication, il y a les plateformes de blog comme WordPress, Blogger ou Overblog, et les wikis comme Wikipédia ou Wikia. Rappelons que les blogs et les wikis sont des sites web ayant des caractéristiques bien spécifiques. Un blog est composé d'articles qu'on appelle aussi des billets que seul l'éditeur du blog pourra rédiger. Les lecteurs intéressés pourront réagir en ajoutant des commentaires. Un wiki permet la production collaborative en ligne puisque n'importe quel internaute autorisé pourra enrichir et modifier les pages. Les services permettant le partage sont nombreux. On peut partager des vidéos avec YouTube, Vimeo ou Dailymotion, de la musique avec Spotify, Deezer ou SoundCloud, des photos avec Flickr, Pinterest ou l'application mobile Instagram.
On peut également partager des liens avec Delicious ou Piltrees. On pourra aussi partager des produits avec des services de recommandation comme par exemple Librarything pour les livres. La discussion sera possible avec les forums de discussion ou les messageries instantanées. Les forums sont des espaces de discussion. Ils constituent un des modes les plus anciens d'interaction entre les internautes et un des plus utilisés. Certains sont publics, d'autres sont à accès restreint. Les discussions sont structurées par fil de discussion. Elles sont archivées, ce qui permet une communication asynchrone. Lorsqu'on souhaite intervenir sur un sujet, avant d'ouvrir un nouveau fil de discussion, on regarde s'il a déjà été abordé. Un forum peut être un site web à part entière ou un de ses composants. De nombreux sites proposent des forums. Par exemple, les forums du site commentsamarche.net. La messagerie instantanée est un outil permettant à des interlocuteurs distants d'échanger des messages écrits en temps réel. Il s'agit d'une communication synchrone. Nous pouvons citer Skype, Google Hangouts, Yahoo Messenger, sans oublier les applications mobiles. Nous avons déjà présenté WhatsApp. Ses concurrents sont Telegram, Viber, Facebook Messenger. Tous ces outils et services permettent de développer des interactions conversationnelles et sociales entre les internautes avec une réciprocité plus ou moins forte. Les réseaux sociaux, eux, sont principalement dédiés à la mise en relation des utilisateurs entre eux. Les internautes qui s'y connectent souhaitent interagir directement avec d'autres utilisateurs et élargir leur cercle de connaissances, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Facebook est un des réseaux les plus utilisés dans un cadre privé pour maintenir le contact avec ses amis et ses proches. D'autres réseaux sont plus orientés vers la recherche de personnes, comme Copain d'avant, Badoo ou Tagged. Pour ce qui est des réseaux professionnels, nous pouvons citer LinkedIn et Viadeo. On peut aussi observer la stratégie des réseaux généralistes comme Facebook et Google+, qui se positionnent aussi dans la sphère professionnelle en offrant aux entreprises la possibilité de créer leur page pour se faire connaître. On assiste également à la segmentation du marché des réseaux sociaux avec l'apparition de réseaux de niche. Ces réseaux ne s'adressent pas à l'ensemble des internautes, mais à des groupes de personnes ayant un centre d'intérêt commun. Les réseaux professionnels suivent aussi cette tendance. Citons par exemple YouPeak ou Wizbee, qui sont des réseaux professionnels destinés aux étudiants et aux jeunes diplômés, ou le réseau social des ingénieurs. Les réseaux professionnels sont également scindés par secteur d'activité, par métier, par compétences ou par région. Pour interagir avec les autres sur les médias sociaux, et en particulier sur les réseaux sociaux, l'internaute est amené à exister, à se présenter. Il va donc diffuser des données personnelles, mais aussi des contenus qui évolueront au fil du temps selon ses publications et ses actions sur les différents services. L'ensemble de ces informations définit ce qu'on appelle son profil. En fonction des contextes et des services, il devra décider ce qu'il souhaite montrer et à qui. Sur chacune des plateformes, il devra régler les paramètres de confidentialité de son profil pour en déterminer la partie publique et la partie à accès restreint réservée à ses relations. Toute information rendue publique pourra être indexée par les moteurs de recherche. Chaque service confère au profil de ses membres un certain type de visibilité. Il sera donc important de bien définir le contexte qui nous amène sur chacun d'eux. Souhaitons-nous communiquer avec nos amis ou nos proches, ou plus largement avec des groupes informels qui vont se constituer autour de centres d'intérêt communs? Sommes-nous dans un cadre professionnel? Souhaitons-nous être identifiables? Sur certains services, comme par exemple les forums publics, nous pourrons utiliser un pseudonyme de manière à ne pas pouvoir être identifiés de manière directe. On peut constater que les plateformes généralistes comme Facebook et Google+, développent de nouvelles pratiques qui conduisent les internautes à établir des relations où se mêlent des amis, des collègues et parfois aussi des inconnus. Il sera alors très important d'utiliser les fonctionnalités permettant de créer des listes ou des cercles de contacts pour cloisonner les interactions entre ces différentes personnes. On ne partage pas les mêmes informations avec sa famille, ses amis ou ses collègues.
Ces plateformes permettent également de créer des groupes de discussion semblables à des forums afin de regrouper des personnes intéressées par un même sujet. C'est un des points forts de Google+, qui permet de créer des communautés publiques ou privées. On peut ainsi mener une veille autour d'un sujet en rejoignant une communauté publique. L'ensemble des activités qu'un usager réalise sur Internet contribue à définir son identité numérique. Pour la maîtriser, il faudra veiller à garder le contrôle des informations publiées. Un deuxième aspect à prendre en compte lorsque nous interagissons avec d'autres personnes sur les médias sociaux est la nécessité de respecter un certain nombre de règles. Certaines de ces règles sont dictées par un cadre légal, à travers un ensemble de textes de loi qui s'appliquent à Internet. On peut citer le Code civil, définissant le droit des personnes, droit au respect de la vie privée, droit à l'image. Il est par exemple interdit de diffuser l'image d'une personne sans son autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle pose le principe du droit d'auteur. La loi sur la liberté de la presse interdit la diffamation, l'injure et l'incitation à la haine raciale. Au-delà de ce cadre juridique, il existe des règles de bon usage à respecter. Les utilisateurs des médias sociaux doivent respecter les chartes d'utilisation de chacun des services. Ces chartes précisent ce qu'il est possible de faire ou pas et rappellent certaines règles de communication. De manière générale, l'usager doit respecter des règles de bonne conduite et de politesse lorsqu'il communique sur Internet. C'est ce qu'on appelle la netiquette. Dans tous les cas, il est responsable de ce qu'il publie. La plupart des forums de discussion exigent l'acceptation d'une charte d'utilisation. C'est le rôle du modérateur du forum de veiller au respect de la charte et de limiter d'éventuelles tensions entre participants. Le modérateur est autorisé à supprimer les messages allant à l'encontre de la charte. Parmi les messages indésirables, on peut citer les messages postés dans le but de nuire au forum. On parle de flood pour désigner une quantité importante de messages inutiles envoyés par une même personne ou répétés par d'autres par la suite. Un troll désignera un message délibérément polémique, générant une mauvaise ambiance ou un mauvais esprit. Une des règles à respecter sur un forum est de ne pas ouvrir un nouveau fil de discussion pour poser une question avant d'avoir vérifié si quelqu'un n'a pas déjà répondu à cette question sur un autre fil de discussion ou s'il n'y a pas déjà un fil de discussion correspondant au même sujet. Dans ce cas, la question doit être posée dans le fil de discussion existant. Chaque forum propose un moteur de recherche pour retrouver les sujets abordés. Après ce panorama du web social, il est temps de passer à la pratique. Dans la suite du module, vous pourrez commencer à agir sur le web. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce que le web peut apporter pour pratiquer une veille informationnelle efficace. Nous retrouverons des acteurs du web qui s'impliquent à différents degrés, ceux qui consultent, ceux qui partagent et ceux qui diffusent. Nous commencerons par apprendre comment faire venir l'information à soi, suivre des flux d'actualité, puis des microblogueurs. Nous nous pencherons ensuite sur la dimension sociale des pratiques de veille. En particulier, nous parlerons des curateurs. C'est le nom que l'on donne aux veilleurs les plus altruistes qui rendent les résultats de leur veille accessibles à d'autres. Enfin, nous verrons comment tirer profit des sites de partage de ressources. Nous mettrons en avant le rôle important des internautes dans l'indexation de ces ressources.